Génial. Bon, écoutez, Nicolas, je te propose, on va commencer. Donc, à vous tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces décryptages santé. C'est le troisième épisode après notre collègue Andreas Schwab, député de la CDU, qui était présent. Puis après, on a eu Charles Prats. Nous avons eu également Guy Valencien et Guillaume Rosier. Je vous propose d'accueillir aujourd'hui Nicolas Danti. Nicolas est député européen, je l'ai connu au Parlement européen quand j'ai été installé. Il est du groupe Renew Europe. Alors Renew Europe, c'est un groupe du centre de l'échiquier politique. C'est celui dans lequel siègent par exemple les députés européens français de La République En Marche ou des partis associés au président de la République. Et donc, il est député européen depuis 2014. Il est membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Il est membre de la délégation pour les relations avec le Mercosur et de la délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. Il a une thèse en droit parlementaire. Il s'est investi dans la vie de plusieurs communes transalpines, la région de Florence, et dans son parti, le Parti démocrate, pour la Toscane comme au niveau national et aujourd'hui au niveau européen. Pour la petite histoire, Nicolas et moi avons fait donc connaissance au Parlement européen à l'époque où, comme vous le savez, je suis maire d'une commune en région parisienne, la Garenne-Colombes. Je cherchais une commune italienne pour jumeler ma commune avec une commune italienne. Et lui m'a dit, mais moi j'ai ce qu'il faut. Je connais un maire très sympathique d'une commune à côté de Florence. Alors vous imaginez, quand j'ai entendu le mot Florence, moi je me suis précipité. Et Nicolas m'a présenté le maire d'une commune qui jouxte la belle ville de Florence, Bagno a Ripoll. Et nous sommes depuis un an, grâce à lui, j'allais dire mariés, en fait, jumelés. Et donc, je lui dois aussi cela parce que c'est grâce à lui que nous avons avancé. Donc, mon cher Nicolas, ce que je te propose, c'est que tu parles le temps que tu souhaiteras, puis après, les gens pourront échanger, vous poser des questions. Nicolas parle très bien français. Il y a toutefois dans la salle plusieurs personnes qui parlent italien et qui pourraient éventuellement compléter s'il lui manquait un mot, mais vous allez voir, j'aimerais parler italien comme il parle français. Nicolas, bienvenue. Tu nous parles de Bruxelles, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Tu m'entends? Oui. Parfait. Merci Philippe, merci à tous. Je suis vraiment très content ce soir d'être ici avec vous et avec toi, Philippe, pour cette invitation. Je crois que c'est vraiment très intéressant parler ensemble et avoir un échange de vues avec vous sur la situation italienne de pandémie Covid-19. Donc, je tiens aussi à m'excuser d'avance pour mon français, qui n'est pas parfait, et raison pour laquelle j'ai préféré écrire mon discours. Et donc, je vais à lire, mais j'espère que vous entendez ce que je vais vous dire. J'aimerais commencer par vous parler des émotions qu'on a ressenties en mars dernier, au début et au milieu de la pandémie, et ensuite passer à une réflexion sur le rôle de l'Europe, sur les problèmes que cette crise a mis en évidence et des idées sur comment en sortir. Comme vous savez, l'Italie a été le premier pays occidental à être blasé par le virus. Nous avons relevé les défis contre ces ennemis invisibles sans avoir une réelle compréhension de ce qui allait se passer, de la portée et surtout de la durée de cet événement imprévisible. Comme vous savez, face à l'incertitude, le gouvernement italien a choisi une réponse très forte. Non seulement la fermeture totale des écoles à partir du 4 mars 2020, mais aussi celle de toutes les activités de production non essentielles, contrairement à ce que, par exemple, fera la France quelques semaines plus tard. Les voyages étaient alors totalement interdits, sauf pour quelques raisons bien précisées et toujours avec une attestation signée. Entre-temps, on était arrivé à plus de
960 décès quotidiens et 4000 admissions aux soins intensifs à la fin du mois de mars. Mais les Italiens ont accepté tout cela avec un esprit positif, avec une réelle sens de communauté. Nous sommes mis des côtés des besoins individuels pour faire front commun contre l'ennemi invisible, alors que les infirmiers et les médecins étaient en guerre. Nous avons chanté aux fenêtres et organisé des flash mobs virtuels. Je voudrais alors partager avec vous deux images de cette guerre dont on va se souvenir toujours. La première, donc je suis capable de donner, ça c'est la première image que je voudrais partager avec vous. Et nous avons été choqués par voir la file des camions militaires remplis de cercueils quitter Bergame à la recherche des cimetières. Et la deuxième que je voudrais partager avec vous, c'est l'image très forte. Attendez, c'est pas facile, excusez-moi. C'est l'image de la place Saint-Pierre et nous avons été émus en écoutant les mots du pape François qui priait sur la place Saint-Pierre déserte sous une pluie battante. Des images fortes, mais qui nous ont donné le sentiment de faire partie d'un destin commun. Et quel était le rôle de l'Europe dans cette stade? L'Europe a été complètement absente et elle a plongé dans une crise très grave. Je me souviens des mots de la présidente de la Banque centrale européenne, Madame Lagarde, qui ont fait augmenter le spread italien et qui ont semé la panique sur les bourses européennes. Je me souviens des regards paternalistes de certains dirigeants européens, presque comme si la pandémie avait frappé l'Italie à cause de ses problèmes déjà existants, comme une forme de punition divine. On ne comprend pas que ces virus allaient toucher tout le monde, que l'Italie n'était malheureusement que le premier d'une longue série de pays. Ces manques de vision au niveau européen a véritablement risqué de mettre en danger les projets européens et a en partie causé les comportements nationalistes des États membres. En effet, lorsque le virus s'est répandu dans toute l'Europe, chacun s'est occupé de son propre jardin. Il suffit de rappeler que les exportations d'équipements de protection ont été interdites par certains pays, y compris l'Italie. Et ce faisant, nous avons laissé les champs libres, notamment à la Chine et à la Russie, qui ont fait rentrer la bataille sanitaire dans une domaine de la géopolitique. Grâce à l'aide politique de certains partis italiens, ils ont utilisé l'arme de la désinformation et les résultats ont été bien évidents. Je vais vous montrer une image dans laquelle vous pouvez voir clairement quelle était la perception des Italiens, excusez-moi, parce que ce n'est pas facile, des Italiens à moitié avril et quel pays était considéré ami et quel pays ennemi. Donc, vous pouvez voir les pays amis à gauche, la Chine, 52%, la Russie, 32%, et les États-Unis, 17%. Et à droite, l'ennemi de l'italien sont l'Allemand, la France, les Royaumes-Unis et les États-Unis. Donc, ça, c'est la situation à mois avril et les résultats de la désinformation de la Chine et de la Russie en Italie.
Les données vérifiées en juin ont après démontré que les pays européens ont été les plus solidaires avec l'Italie. Entre-temps, l'esprit communautaire avec lequel l'Italie avait fait face à la pandémie commençait à faire défaut. La situation des infections n'améliorait pas aussi vite qu'on le pensait. L'impatience des citoyens commençait à grandir et soulagement économique pour ceux qui ne pouvaient pas travailler tardit à arriver. Les conférences de presse quotidiennes sur l'évolution de l'épidémie, d'abord suivent avec intérêt, s'est transformé en spectacularisation de la douleur avec l'effet de créer préoccupation dans la population. Les problèmes liés au fonctionnement du système national de santé italien, notamment les conflits de compétences entre l'État et les régions, ont commencé à se manifester de manière évidente. Si dans certaines régions du pays, la réponse a été excellente, dans d'autres, même très riches comme la Lombardie, les systèmes de santé largement privatisés ces dernières années n'ont pas été à la hauteur. En même temps, les premiers désaccords entre le gouvernement national et les autorités locales sont apparus avec plusieurs régions qui choisissaient de renforcer ou assouplir les mesures de sécurité nationale et à leur choix. Mais dans cette phase, les chaos national et des colères croissantes, l'Europe est rachetée. Lorsque la portée du drame que nous vivons a enfin été comprise, des décisions historiques ont été prises pour aider les États membres. Suspension du pacte de stabilité, mise en place des mesures pour soutenir l'emploi, intervention massive de la Banque centrale européenne pour ramener la calme sur les marchés et enfin la décision de créer une dette commune pour financer les recovery funds. En plus, l'Union européenne a décidé de négocier conjointement l'achat des vaccins. Une négociation qui, malgré certaines incertitudes, a permis à tous les États membres d'avoir un accès égal aux doses. En bref, l'Europe a montré que si nous mettons de côté l'égoïsme national et que nous nous dirigeons vers un plus grand fédéralisme, nous en bénéficierons tous. Mais revenons à l'été. Au niveau national, nous avons pensé d'avoir gagné la guerre. Sur les infections ont chuté, les hôpitaux ont été vidés. Fin juillet, il n'y avait que 38 patients en soins intensifs, la meilleure journée depuis début de mars. À fin d'août, les chiffres les plus encourageants. Un décès par Covid en 24 heures. Le gouvernement a commis ici un certain nombre d'erreurs importantes. Il n'a pas préparé de manière adéquate la rentrée scolaire, ni renforcé les systèmes de transport en commun pour assurer la distanciation pour la reprise des activités. L'application des traçages italiens, qui était considéré être un élément décisif pour la reprise, a été un échec, aussi au niveau national qu'européen. Et si dans la première phase, les Italiens étaient conscients de l'impossibilité de se préparer à des événements aussi dramatiques, l'incapacité de se préparer à une deuxième vague, par contre, n'a pas été justifiée, même à la lumière de la situation économique qui est inévitablement bien pire. Nous devons maintenant rendre efficaces les plans de vaccination. Il est vrai que peu de vaccins sont arrivés et que la distribution est trop lente. L'Italie a reçu aujourd'hui 6,5 millions de vaccins, mais seulement 4,5 millions ont été administrés. La gestion des vaccinations est le grand défi pour tous les États membres dans les mois à venir. Quelles sont donc les réflexions que nous pouvons tirer
du cas italien et qui ont également des implications plus larges pour nos démocraties. Première, tout d'abord, j'ai déjà mentionné, j'aimerais réfléchir au rôle du contrôle parlementaire des actions des exécutifs. Il est clair que lors d'une urgence sanitaire inconnue, le gouvernement a dû agir avec des instruments et des mesures extraordinaires qui ont profondément affecté les libertés constitutionnelles des citoyens. En Italie, le gouvernement a parfois utilisé des instruments juridiques inappropriés et a outrepassé le rôle du Parlement. La première réflexion que je voudrais faire porte donc précisément sur la manière de maintenir les règles des États de droit dans une phase d'urgence. C'est une question fondamentale qui est également centrale dans des autres pays et qui, selon moi, devra être une question pour toutes les démocraties modernes à la suite de Covid. Deuxième chose, en Italie, on a beaucoup réfléchi à la manière de trouver le bon équilibre entre la politique et la science. Il est certain essentiel d'écouter les virologistes et les épidémiologistes, surtout M. Jouvin, qui je sais que beaucoup de fois en télévision a expliqué la situation, qui fournissent les outils pour comprendre la pandémie et ses effets. Mais les choix doivent être politiques et doivent nécessairement tenir compte de tous les intérêts, tous les besoins et les valeurs et en faire une synthèse. Je crois que le gouvernement italien, en revanche, a choisi de se cacher derrière ce que les scientifiques ont suggéré afin d'éviter d'assumer la responsabilité politique des choix choisis entre les valeurs qui étaient temporairement en conflit. Et je crois que cette attitude soit à l'origine de l'incapacité de se préparer à la deuxième phase de l'épidémie. Enfin, dernière question, la question de l'école qui, pour moi, est essentielle. Les adolescents italiens, les étudiants, ont été à l'école seulement 49 jours entre mars 2020 et février dernier. Le reste du temps, ils ont vécu avec l'enseignement à distance ou même avec des fermetures totales. En revanche, les adolescents français ont été scolarisés pendant 176 jours et les adolescents allemands pendant 130 jours. Je pense que cela représente un échec majeur du gouvernement italien précédent parce que cela aura un impact de longue durée pour nos jeunes que nous ne sommes pas encore en mesure de quantifier, mais qui, je suis convaincu, restera un vrai traumatisme de ce temps. Pour conclure, en Italie, au début de la pandémie, la devise pour prendre courage était « tout ira bien ». Malheureusement, cela n'a pas été le cas, mais cette crise profonde est une grande leçon à tirer pour renforcer nos démocraties et l'Europe. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne la parole. Merci infiniment, Nicolas, pour cet exposé préliminaire. On va donner la parole à nos amis qui vont poser des questions. Je vais peut-être lancer le débat. Je voudrais te poser une première question, c'est que dans un tweet récent, je crois que tu as parlé d'apartheid vaccinal, quelque chose comme ça. Quel est ton sentiment sur la conduite de la vaccination? Est-ce que les gens ont confiance? Est-ce qu'il y a des actions publiques qui sont prises pour que les gens aient confiance? Est-ce que tu as l'impression que je passe l'affaire des vaccins qu'on n'a pas achetés, que l'Europe n'a pas suffisamment acheté, mais est-ce que les régions sont réparties différemment, d'une manière homogène pour l'accès aux vaccins? Est-ce qu'il y a des populations qui n'ont pas accès aux vaccins?
maintenant, les numéros de vaccins ne sont pas beaucoup. Je pense que l'Europe a fait une chose incroyable parce que pendant l'été, on a financé la recherche sur le vaccin. Et donc, nous avons aujourd'hui 3 vaccins reconnus par l'EMA qui sont valides dans l'Europe. Et nous sommes maintenant dans une difficulté d'avoir une suffisante production pour l'Europe, mais je sais que dans les prochains mois et dans le deuxième trimestre de avril, mai et juin, nous avons en Europe 368 millions de vaccins. Donc, pour avoir une immunité européenne, il faut immuniser 250 millions d'Européens. Et je pense qu'on peut avoir ce nombre de vaccins, la grande part avant l'été, entre juin, et on peut arriver à l'immunisation totale. Je pense qu'il faut convaincre qui n'est pas convaincu, oui, Convaincu, oui. convaincu de la vaccination. En Italie, il y a une case très intéressante qui dit infirmiers qui ont refusé les vaccins. Après, ils ont pris les Covid. Et donc, l'assurance publique a dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir la maladie pour ça, parce que ça, c'est une obligation pour qui a une fonction publique, de santé publique, de faire ça. Donc, je pense qu'il faut convaincre. Il n'est pas nécessaire de mettre obligatoire les vaccins. Il faut garantir la liberté de tous, mais il faut dire clairement que si tu veux voyager, si tu es vacciné, tu peux éviter de faire les tampons avant de partir et après de rentrer chez toi, ou de faire la quarantaine quand tu es en vacances. Donc, je pense qu'il faut donner des règles très claires et j'espère qu'on va convaincre beaucoup de personnes que les vaccins sont essentiels. Mais maintenant, en Italie, il n'y a pas de discussion s'il est vraiment très minoritaire la part des populations qui ne retient pas utile les vaccins. D'accord. Alors, tu as beaucoup de réponses en disant de gens qui te félicitent pour le français. Alors, je veux que tu le saches quand même. Je commence par là. Et puis, il y a une question. Est-ce que c'est Eliane qui pose la question, est-ce que Mario Draghi s'est exprimé sur la gestion de l'épidémie et est-ce que Mario Draghi a fait des propositions particulières? Non, il a fait la chose plus importante. Il a changé les chefs de la protection civile, il a changé les chefs des commissaires qui est responsable de la vaccination et de la gestion du Covid. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs pendant les mois passés. Et donc, il est arrivé et en 15 jours, il a changé les figures clés pour changer la gestion de la pandémie en Italie. D'accord. Alors, ceux d'entre vous qui voulaient poser une question, soit vous pouvez l'écrire, hein, bien sûr, sur le chat, mais vous pouvez aussi lever la main. Il y a alors pas physiquement, mais il y a une petite main sur un des boutons. Hein, vous appuyez dessus et puis je vois une petite main jaune qui se lève. Et dans ce cas-là, je vous donne la parole. Je vous demanderai simplement de poser la question en moins d'1 minute. Et puis, poser une question, plutôt que faire une déclaration politique générale, vous voyez, poser une question. Sonia Rabotosson qui veut prendre la parole. Sonia. Voilà, tu ouvres ton micro. Bonsoir à tous. Oui, c'est bon, je l'ai ouvert. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je voulais savoir si en Italie, on vient d'ouvrir ces jours-ci la vaccination, ou aujourd'hui même,
la vaccination aux professionnels de santé libéraux, médecins généralistes et pharmaciens. Est-ce que c'est aussi le cas en Italie ou est-ce qu'il y a d'autres choix qui ont été faits pour accélérer la vaccination? La question, Nicolas, c'est Vous est-ce m'avez que… entendu? Oui, oui, oui. Je vais reformuler. D'accord. Est-ce qu'en Italie, les vaccins peuvent être délivrés par les médecins de ville ou les pharmaciens ou les infirmières libérales qui ne sont pas à l'hôpital, en dehors de centres de vaccination? C'est ça, Sonia, hein? Oui, on a des accords avec les médecins des familles. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, c'est les médecins de médecine générale qui a beaucoup des personnes sur le territoire. Et maintenant, on va faire les vaccinations sur les anciens qui ont plus de 81. Et ça, ce moment, les vaccinations ont été faites par les médecins des familles. Donc, pas dans les pharmacies, mais il y a des centres qui sont organisés pour les grands nombres. Je ne sais pas, on a eu maintenant avec AstraZeneca la vaccination de le professeur qui travaille dans l'école. Donc, les professeurs, les enseignants, des enseignants, oui, je ne sais pas, et on a fait des grands centres avec un rendez-vous. Mais pour les anciens qui ont plus de 80 ans, il y a les médecins des familles qui vont faire la vaccination. Très bien. Alors, j'ai une question de Jean Rabia et de Sandrine Segovia sur les tests qu'on peut se faire soi-même. Pour que tout le monde comprenne, il y a des tests qu'on fait au fond du nez et puis qu'on envoie au laboratoire. Et le laboratoire vous répond en 24 heures ou 48 heures ou 72 heures. C'est le test traditionnel PCR au fond du nez. Et puis, il y a des tests qu'on peut faire soi-même, autotest, en anglais home test, et qu'on fait au fond de la bouche salivaire, mais aussi au fond du nez. Mais en 30 minutes, vous avez le résultat chez vous. En Grande-Bretagne, Nicolas, depuis lundi avant-hier, tous les lycéens et tous les collégiens ont la possibilité de se faire le test eux-mêmes chez eux avant d'aller à l'école 2 fois par semaine. Et tous les enseignants, depuis le mois de février, ont la possibilité de faire le test 2 fois par semaine chez eux. Résultat en 30 minutes. La conséquence, c'est que s'ils sont positifs, ils ne vont pas travailler. S'ils sont négatifs, ils peuvent aller travailler. Donc, ces home tests, c'est des tests, les Anglais en ont acheté 380 millions de tests et ils les distribuent gratuitement. En France, malheureusement, ils sont interdits pour des raisons très mystérieuses que je n'ai pas bien comprises. Est-ce qu'en Italie, tu sais si ces tests, et en Allemagne, pardon, ils sont vendus librement en pharmacie? Comme je peux aller acheter un test de grossesse, je peux aller acheter un test pour faire le Covid. Est-ce qu'en Italie, ces tests qu'on fait soi-même, ils existent? Existe et tu peux acheter en pharmacie, mais je ne sais pas si s'il y a une validité officielle. Donc, tu peux acheter les tests en pharmacie, mais on a fait des très bons sur l'école expériments. Par exemple, à Bagnaripoli, tu peux voir que ton collègue a fait une accord et il y a les tests sur tous les étudiants tous les jours dans l'école, non pas tous les jours, mais pas tous les jours, mais chaque Souvent. jour en part des étudiants. Donc, il y a des expériments. On fait maintenant beaucoup de textes parce qu'en Italie, on a fait aujourd'hui, je pense, 400 000, 400 000 tests. Donc, sont beaucoup, normalement. Mais je pense que le problème, c'est la traçade, hein, il tracciamento. Traçabilité. Traçage, oui, la traçabilité des contacts. Donc, ça, c'est le problème. Et je pense que vraiment, la app
l'application sur les téléphones a été vraiment une erreur italien et européen parce que il ne marche pas, il ne marchait pas en Italie et il ne marchait pas en autre part de l'Europe. Alors, je te rassure, en France, on a une application française, parce qu'évidemment, nous, on est meilleurs que tout le monde, mais elle ne marche pas non plus. Donc, c'est un échec total de tout le monde. J'ai une question, il y a Marie-Claire Bourguignat qui souhaite poser une question. Marie-Claire, vous avez la parole. Appuyez sur votre petit micro et posez votre question, 1 minute. Je ne vous vois pas, Marie-Claire. Oui, ah oui, j'ai tout le temps. Ça y est, Voilà. ça y est. Oui, vous m'entendez. Bonsoir. Il me semble avoir entendu dans son discours qu'en Italie, le système de santé s'était privatisé ces derniers temps. Et j'ai entendu ici en France des gens regretter trop de centralisation. Et donc, justement, est-ce qu'on peut poser le problème? Est-ce qu'on pourrait laisser à chaque zone son autonomie sur un tel sujet? Merci beaucoup, Marie-Claire. En fait, Nicolas, un des débats en France que nous avons, c'est que le système de santé est très centralisé. C'est un système absolument national. Et il y a des gens qui pensent que si on donne aux régions la responsabilité du système de santé, ça sera mieux organisé et plus agile pour s'adapter en cas de crise. Et vous, votre expérience, c'est que le système est régionalisé. Est-ce que tu considères que c'est un avantage pour l'Italie d'avoir eu un système régionalisé, c'est-à-dire décentralisé? Mais il y a des avantages et des désavantages. Parce que nous avons un système décentralisé pendant 50 ans, parce que pendant l'année septembre de 1975, donc il y a une très bonne organisation, mais il y a trop de différences entre les systèmes des régions. Nous avons 2 régions vraiment très bons systèmes sanitaires. J'habite en Toscane et je pense que c'est un des meilleurs, mais aussi le nord d'Italie. Et il y a des régions qui n'ont pas un vraiment très bon système sanitaire. Donc, il y a une différence très grande entre les régions plus riches, plus organisées, mais les systèmes, c'est public. Donc, ce sont les régions qui ont toute la compétence et l'État a seulement une coordination nationale et donne l'argent à les régions. Le problème, c'est que quelques régions ont donné une organisation basée sur une grande part de structures privées. Donc, l'exemple que j'ai fait dans mon intervention, c'est que la Lombardie, qui est la région plus riche d'Italie, a privatisé beaucoup de structures sanitaires. Et ça, c'est bon parce que tu as vraiment très, très bons hôpitaux, recherche et très bons services. Mais quand tu as une pandémie, tu n'as pas de lits en soins intensifs parce que tu vas faire l'activité cardiologique, tu vas faire les grands interventions chirurgiques et pas l'activité de base, l'activité normale de santé. Donc, ça a été vraiment un problème dans cette situation. Et nous avons eu, dans cette situation, le problème que l'État n'a pas une compétence supérieure de les régions pour donner des indications obligatoires pour la santé régionale. Ça, c'est le problème. On a eu le problème de donner très claires indications de la part de l'État pendant la pandémie. Donc, le problème, c'est ça. Et
et ça, c'est un problème constitutionnel. Il faut changer la constitution et il faut donner in italiano c'est clausola di supremazia statale, clause de suprématie donc de l'État. Et ça, c'est un problème qu'on a parlé beaucoup pendant la pandémie. D'accord. En fait, c'est un problème d'équilibre, si je comprends bien. C'est que grâce à la régionalisation, vous avez un système plutôt riche et performant, en tout cas dans ta région, mais quand l'État veut donner une instruction d'ordre général, les gens ne la suivent pas. C'est un problème d'équilibre. Je passe la parole à Christophe Croisiard qui a demandé la parole. Je vous en prie, Christophe. Bonsoir. J'ai une question. En tant qu'eurodéputé, êtes-vous favorable à un passeport vaccinal sur la zone euro? Alors, le passeport vaccinal, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es pour ou contre? Mais on va... nous sommes en train d'étudier un système qui n'est pas un passeport. Nous sommes en train de faire un certificat européen de vaccination. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont vaccinées, il y a une banque de données européenne dans laquelle chaque État, chaque personne, tu peux savoir si Philippe Jouvin a eu le vaccin, quelle typologie de vaccin, si Pfizer, AstraZeneca ou Moderna ou Johnson Johnson. Et si on va faire cette banque de données, on peut utiliser ça quand le nombre de vaccinations sera suffisant. Il ne serait pas comment on dit, un privilège de quelqu'un, mais sera vacciner la majorité des personnes. Et on peut utiliser cette banque pour donner la possibilité aux personnes de voyager sans les règles normales que nous avons aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas un passeport, mais c'est un certificat de vaccination. Et la science et les virologistes, on dira nous quelle sera l'utilisation propre qu'on peut faire de cette certificat. Et je pense que c'est utile pour recommencer à voyager avec ce certificat. D'accord. Et donc, il y a des gens qui te demandent si les critères sont les mêmes. Bon, oui, globalement, il faut que vous sachiez que la Commission européenne a édicté des critères de vaccination qui sont peu ou prou à peu près les mêmes dans tous les États de l'Union. Il y a Céline qui demande si tu trouves que certaines régions d'Italie se sont mieux sorties de l'épidémie que d'autres. Est-ce qu'il y a des régions où finalement la crise a été mieux gérée que dans d'autres régions? Quelques régions ont fait un très bon travail. Il n'est pas une question de politique ou d'orientement des partis politiques qui est au gouvernement de la région, parce que nous avons deux exemples. L'exemple qui est la gestion, comment dire, la pire gestion italienne, qui est la Lombardie, la plus riche région italienne, et qui est gouvernée par la Lega Nord, les partis de Salvini. Et au même temps, on a eu la région de Veneto, qui est gouvernée de la même parti politique, qui a fait un vraiment très bon travail. Mais l'impact du virus est lié dans l'activité et dans la mobilité de personnes. Donc, dans le sud d'Italie, on n'a pas eu beaucoup d'infections, beaucoup de contages, parce que la mobilité de personnes est vraiment moins haut que dans les autres régions.
Merci. Alors, j'ai Georges qui te pose une question, et à moi aussi d'ailleurs, mais moi, je ne sais pas répondre. Il me dit bonsoir, je dois me rendre à Rome. Je crois que c'est en Italie, Rome, courant avril, et je voudrais savoir quelles sont les dispositions que je devrais prendre. Alors, si un Français veut venir à Rome, il fait quoi? Mais je pense que c'est comme pour moi, si tu viens d'un pays qui est rouge, comme le Belge, comme la France, comme l'Italie, hein, c'est la même chose, tu dois arriver avec une test Covid PCR. négative, PCR négative, qui tu as fait 72 heures, pas beaucoup de 72 heures avant de l'arrivée en Italie. Très bien, très bien. Alors en France, moi j'ai été très très critique et je le suis toujours. Je trouve que le gouvernement n'a pas bien géré, mais je dis une chose au plan sanitaire, mais au plan économique, le gouvernement français a été extrêmement actif pour soutenir l'activité économique qui était arrêtée. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné à des artisans, des restaurants, des commerces, qui ont des sociétés qui ont des difficultés avec la crise. Il y a eu beaucoup d'argent. Alors évidemment, tout ça, ça va augmenter la dette, ça va être affreux, mais au moins, les gens ont survécu, ils ne sont pas tous morts. Alors ça, c'est imparfait, bien sûr, mais moi, je trouve, mais pour le coup, tu vois, là, je dis du bien plutôt du gouvernement français, qui je trouve s'est bien débrouillé en aidant financièrement beaucoup un certain nombre d'entreprises. Est-ce que c'est pareil en Italie? Est-ce qu'il y a eu cette implication du gouvernement pour aider les entreprises? On a donné beaucoup d'argent à l'entreprise, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour avoir, après le Covid, une situation économique bon. Donc, il y a des différences parce qu'il y a les entreprises qui ont été fermées pendant les premières clôtures dans les mars, avril et mai. Et donc, on a donné des argents importants. Le problème maintenant, c'est les activités qui sont liées au tourisme. Parce qu'on a donné beaucoup d'argent, mais l'argent n'est pas suffisant pour payer les salaires. Les salaires et donner et aussi l'affitto, si dice Les loyers. Les loyers, exactement. Donc, ça, c'est la situation difficile. Et surtout, dans cette situation est différente parce que, par exemple, pendant l'été, on a eu un très bon été pour les lieux de mer, la montagne. Donc, en cet lieu, l'été était bon, donc il n'y a pas de problème. Mais dans les villes, dans les villes et dans ce secteur, la situation n'est pas bonne et ils sont arrivés l'argent, mais pas suffisamment à avoir une situation tranquille après le Covid. Merci. Il faut bien comprendre que de toute façon, ces aides, à un moment, vont s'ajouter à notre dette. Nous allons, en France, probablement terminer avec un endettement de 130%, entre 120 et 130%, ce qui est beaucoup. C'est l'endettement historique depuis 1918. Nous étions sortis après la guerre avec 200% d'endettement. Il y a Teddy Segar qui veut prendre la parole. Allez-y, Teddy. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, j'ai une question pour Monsieur Danty. Alors, en France, depuis le début de notre malheur sur le coronavirus l'année dernière, ça a généré beaucoup d'effervescence au niveau média, au niveau émissions de télévision. Alors, pas que la télévision, hein, les journaux, bon. Et puis, ça c'est un avis personnel, amplifié beaucoup l'année dernière, et c'est encore le cas aujourd'hui. On a beaucoup d'effervescence sur les plateaux de télé notamment, où on a beaucoup d'interventions de gens, beaucoup de gens viennent intervenir notamment sur les émissions d'information continue en France, dont je tairai le nom. Je voudrais savoir si
si en Italie, Monsieur Danti, vous avez eu un peu ce phénomène d'ultra-médiatisation sur le coronavirus. Alors, il y a pour moi l'inconvénient de ne pas forcément toujours rendre service à la population parce qu'on crée des situations anxiogènes, des fake news, voire on dessert des décisions officielles gouvernementales, hein, quelquefois, et qui plongent un peu les gens dans une espèce de panique créée, ça c'est encore moi qui le dis, ça n'engage que moi, mais qui ne rend ni service ni aux scientifiques, ni au gouvernement, ni aux politiques et ni aux médecins surtout. Il y a eu donc, Nicolas, beaucoup de présence des chaînes de télévision. Je ne vais pas dire le contraire, moi j'ai été très invité, et qui ont contribué alors à la fois de l'information, parce que c'était utile, mais aussi de l'anxiété. Et puis on a eu des tas de gens qui sont venus et qui ont raconté n'importe quoi, et ça a été parfois un peu troublant. Est-ce que vous avez eu le même problème? Est-ce qu'il y a eu les mêmes débats en Italie? C'est la même chose. Parce que, je ne sais pas, les virologistes italiens sont maintenant les personnes qui sont plus connues, plus invitées dans les transmissions de la TV, de la matin à 8 heures jusqu'à minuit. Tu peux trouver tous les médecins très connus qui vont en parler du virus. Et je pense que a été bien au début parce que c'est bon d'avoir quelqu'un qui va expliquer, mais je ne sais pas. Ça, c'est un débat très fort parce qu'on a créé des anxiétés, je ne sais pas si ce sont des préoccupations, inquiétudes, d'inquiétude dans la population. Et ça, c'est. Mais beaucoup plus que les médecins, a été les gouvernements précédents et les premiers ministres, M. Conte, qui a fait toujours la conférence de presse à 10 heures de la soir, avant d'aller à dormir, les samedis soirs. Et il a donné une information très paternaliste, déculpabilisation les personnes. Donc, ça a été vraiment un débat. Maintenant, nous avons un gouvernement différent parce que M. Draghi ne va pas faire la conférence de presse. Il est vraiment très, comment on dit, il a travaillé, il ne parle pas beaucoup. Donc, la situation est comme ça. Et nous avons eu, je dis dans l'intervention, un phénomène vraiment incroyable, parce que l'Italie a été les champs de bataille de la désinformation européenne, de la désinformation chinoise et de la Russie dans l'Europe. Et on a vu des choses pendant la première phase de la pandémie incroyables. On a vu des avions qui arrivent de la Chine avec toutes les autorités, les ministres des étrangers, M. Di Maio, qui a été toujours présent à dire la Chine aide-nous. Voyez ici comme la Chine aide-nous et pas l'Europe, pas l'Allemagne, pas la France, et seulement la Chine va aider nous. Et en même temps, Salvini et la droite extrême a fait la même chose avec la Russie. Et je pense que nous avons eu vraiment une situation incroyable, dangereuse pour l'Italie, mais dangereuse pour l'Europe, parce que c'est vraiment la désinformation qui a vraiment effet sur l'Italie et sur la population italienne. Et merci. Il y a Pierre Bollinge qui pose une question sur quel regard ont les Italiens sur la gestion française du Covid. Et en fait, j'ajoute à cette question une question. Tout à l'heure, tu nous as dit que les Italiens considéraient durant cette crise que les Français faisaient partie du clan des ennemis.
Et comment sommes-nous vus encore aujourd'hui? Est-ce que ça s'est amélioré? Et pourquoi on nous voyait comme des ennemis? Non, maintenant, la situation a changé. Cette image que j'ai fait voir, c'est un sondage d'avril. Je pense que l'Europe, ensemble, et aussi la France, l'Allemagne, ont une différente réputation dans l'italien maintenant. Et donc, la situation est différente, mais le débat n'est pas jamais en Italie comme va faire les autres pays. Peut-être quelquefois l'Allemagne et comment on dit, les termini di paragone, les termes de comparaison. Comparaison. Donc, maintenant, nous sommes vraiment très concentrés sur la situation italienne. Et je pense que seulement la question des écoles a été un élément qui est vraiment très différent et que beaucoup en Italie a été pris en considération pour dire que le gouvernement a été une situation d'erreur parce que les étudiants et l'école est vraiment une des choses qui a fait qu'on a eu beaucoup de difficultés en Italie. Et les termes de comparaison a été la France, a été l'Allemagne, a été l'Europe. Donc, dans cet ordre-là, oui. Merci. Alors, sur les écoles, pour chacun, pour avoir peut-être une information, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut les fermer ou les ouvrir? Et en fait, les connaissances se sont changées depuis un an. On a accumulé des connaissances que nous n'avions pas il y a un an. Il y a un an, on disait il faut fermer les écoles parce que les écoles sont le lieu où l'épidémie prospère. Et pourquoi on disait ça? Parce qu'on avait un élément de comparaison qui était la grippe. On avait montré cela pour la grippe. Il se trouve qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a des expériences et des données qui nous sont arrivées suite à l'épidémie de Covid, on a montré quoi? On a montré que d'abord les presque adolescents, enfin on va dire les 15-18 ans, eux sont aussi affectés que des jeunes adultes, donc c'est pareil. Et qu'en revanche, quand les enfants mettent des masques, quand on aère les classes, quand on ne fait pas de sport indoor à l'intérieur, quand on ne fait pas de sport en compétition aussi, pour des raisons qu'il faudrait étudier, eh bien, il y a peu d'épidémies de clusters qui naissent dans les écoles. Et en fait, les enfants, quand ils sont malades, c'est qu'ils ont acquis l'épidémie en dehors de l'école. Il y a un travail qui a été publié par des Américains, qui a été fait, je crois, dans le Wyoming, avec plusieurs centaines de milliers d'enfants de 0 à 12 ans, donc vous voyez, même des jeunes. Eh bien, ils considèrent que seulement 3 ou 4% des enfants infectés à l'école ont été infectés à l'école, les autres étant été affectés en dehors de l'école. Et c'est ça qui fait que le gouvernement actuel français a décidé de laisser les écoles ouvertes. Et je crois que c'est une bonne chose parce que si vous fermez les écoles, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, vous avez des enfants qui sont perdus, qui n'apprennent pas, et on serait en train de fabriquer des enfants qui, outre, auraient des problèmes psychologiques, l'isolement, des enfants battus, enfin vous voyez tout le sujet, mais aussi des enfants qui tout simplement n'apprennent pas. Donc, il faut probablement plutôt laisser les écoles ouvertes en donnant aux enfants des moyens de protection, en aérant, etc. Et vous voyez, c'est une balance, c'est très subtil et compliqué, et c'est une balance entre le désavantage et l'inconvénient, mais fermer les écoles a probablement plus de désavantages que les laisser ouvrir. Ce n'est pas parfait, mais ça a plus de désavantages. Tu vois, j'ai encore d'autres questions. Est-ce que l'Italie prévoit de fabriquer des vaccins en Italie? C'est Siam qui me dit ça. Est-ce que vous fabriquez des vaccins en Italie? Mais il y a une proposition de pouvez faire un vaccin italien. Il y a une société de recherche qui va faire, qui est en train de tester un Covid, un nouvel vaccin. Mais
pour la situation, l'Italie est un très bon producteur des médecins, des médicaments, et donc je pense que c'est l'industrie pharmaceutique italienne, c'est la deuxième ou la troisième européenne, mais nous n'avons pas la technologie pour produire les vaccins. Donc ça, c'est un problème. On a trouvé mais il n'y a pas de technologie. On fait beaucoup d'autres choses, mais pas de vaccins. On est en train de faire une chose, parce que c'est une société de la Toscane qui va faire je ne sais pas comment on dit en français, mais les cure molecolari. Les soins moléculaires. Les soins moléculaires, je ne sais pas comment on dit. C'est pas un vaccin, mais c'est un médecin. Donc, si tu es malade, tu peux avoir des anticorps monoclonaux. Des anticorps monoclonaux, oui. Et ils sont vraiment très avant. Et ils sont en train de tester les anticorps moléculaires. Et je pense qu'on a dit que dès 3 mois, on peut mettre en commerce ce médicament, qui c'est utile, pas pour prévenir, mais pour donner une médecin pour je ne sais pas comment dire, guarire. Pour traiter les gens. Pour traiter la guérison. Pour la guérison. Donc, en fait, français, hein. Alors, il y a des anticorps monoclonaux dont, vous savez, le président de la République en France a dit qu'il fallait les mettre sur le marché. Ce sont des médicaments qui ont une efficacité qui est assez contestée. Et il y a plusieurs publications de bon niveau qui montrent qu'on a peu d'effets, en fait. Donc, moi, ma position, c'est qu'on en a acheté beaucoup. On a payé ça 170 millions d'euros et je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur la santé des Français. Et il y a même un danger. C'est un médicament qui peut sélectionner des variants, c'est-à-dire augmenter le risque de voir émerger des nouveaux variants sous une pression de sélection. Si on n'en donne qu'un, ce sont les anticorps monoclonaux, il y a un médicament américain qui en associe 2, donc on diminue le risque de sélectionner et de voir émerger une souche nouvelle résistante. En revanche, ce que les Français ont acheté, c'est des médicaments avec une seule molécule. Et donc, c'est très contesté par les scientifiques. Alors, je vais donner, le temps avance, malheureusement, on ne va pas pouvoir durer parce qu'il y a plein de questions. Donc, je donne la parole en priorité aux questions qui me sont posées par les gens qui veulent parler. Je donne la parole à Christophe Croizard, qui voulait prendre la parole, et je lui donne la parole donc. Christophe, vous avez la parole. Et ensuite, si par malheur, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, nous n'aurons pas le temps, je les transmettrai à Nicolas s'il veut vous parler. Christophe, bonsoir, monsieur le député. Voilà, ça va. Je voulais savoir, est-ce qu'il est vrai que l'usine Catalan située à Agnani met en flacon le vaccin AstraZeneca? Est-ce que c'est une réalité ou c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est faux? Tu as compris ou pas, Nicolas? Non, je n'ai pas compris, mais je n'ai pas entendu très bien. Mais ça, c'est les profils. Est-ce que vous pouvez répéter lentement? Est-ce qu'il est vrai que l'entreprise Catalan, située à Agnani en Italie, met en flacon le vaccin AstraZeneca au profit de l'Italie? A priori, il y aurait des doses de l'AZ 1222 jusqu'en août 2020 produits pour l'Italie, voire éventuellement jusqu'en 2022. Donc, il y a une usine secrète qui fabrique à Agnani. Non, pas secrète, c'est sur l'industrie pharma, apparemment ça serait en ligne. Et donc, l'entreprise Catalan, une entreprise américaine située à Agnani en Italie. Agnani, où est-ce Agnani? Je ne sais pas, mais je pense qu'en Italie, on fait seulement comment on dit, infialare, je ne sais pas comment on dit. La mise en bouteille. Enfin, oui, la mise dans les bouteilles. C'est seulement la seule activité qu'on fait maintenant en Italie sur les vaccins. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai une question de Claude. As-tu une idée de la durée de l'immunité? Non. On sait que quand on est infecté par la maladie, on a des anticorps au moins durant 6 à 8 mois. Mais on peut peut-être avoir une immunité qui dure plus longtemps parce que les anticorps ne sont pas la seule façon
d'être immunisé quand vous avez été infecté. Je n'entre pas dans les détails cellulaires, mais il y a des cellules qu'on ne mesure pas en routine et qui confèrent une immunité. Donc, on n'a pas assez de recul. Et pour les vaccins, c'est pareil. On n'a pas encore assez de recul. Ce qu'on sait, en revanche, depuis maintenant 2 semaines, c'est que quand vous avez été malade et que vous avez des anticorps, eh bien, le fait de recevoir une seule injection vous protège plus que si vous n'avez pas été malade et que vous avez 2 injections. En gros, qu'une seule injection de vaccin booste l'immunité naturelle que vous avez acquise si vous avez été infecté, beaucoup plus forte qu'une immunité de quelqu'un qui n'aurait pas eu la maladie, mais qui a les 2 doses. Donc, cet élément est un élément plutôt intéressant. Les personnes âgées, on a eu de grands débats sur les personnes âgées. En particulier, tu sais, dans les maisons de retraite, Nicolas, les maisons de retraite ont été fermées. Et alors évidemment, il y a eu beaucoup plus de morts chez les personnes âgées. 1/3 des morts, c'était dans les maisons de retraite. Mais en plus de la question des morts, il y a eu l'isolement des personnes âgées, avec des gens dont la famille ne peut pas venir visiter. Et moi, je vais vous raconter tous une histoire qui est d'hier. J'ai reçu hier, comme maire de ma commune, le message d'une dame dont le grand-père est dans un EHPAD, une maison de retraite de ma commune. Et ce grand-père, c'est son anniversaire, c'est son 100e anniversaire, aujourd'hui, mercredi. Donc, elle voulait aller le voir. Malheureusement, il y a un cluster dans l'EHPAD, donc l'EHPAD est fermé. Personne ne peut rentrer. Et ce monsieur, il est vacciné, il a les 2 injections, le monsieur de 100 ans. Donc, il est totalement protégé. Eh bien, on lui a interdit de venir. Est-ce que vous avez eu ce débat sur les personnes âgées en Italie? Mais pas beaucoup de débats parce que dans les plans de vaccination, les premiers ont été les personnels sanitaires, donc les médecins. Les deuxièmes ont été les personnes âgées dans les comment on dit, les maisons de retraite. Donc, on a fait la vaccination aussi, mais il n'y a pas de discussion sur ça parce que nous avons eu beaucoup de morts dans ça et a été la cause de la vraiment très haut nombreuses de morts dans la première phase de la pandémie. Donc, il n'y a pas de discussion. Et la discussion a été avant parce que les personnes qui ont été résidents dans la maison de retraite on n'a eu pas la possibilité d'avoir les familiers qui vont avoir une relation, un contact. Donc maintenant, je pense que ce n'est pas un problème parce que qui veut aller, tous les personnels sanitaires ont été vaccinés et aussi les personnes qui sont dans les maisons de retraite. D'accord, donc en fait, vous avez rouvert les maisons de retraite. Et est-ce que c'est la vaccination obligatoire pour le personnel de santé? Est-ce que c'est obligatoire? Il n'est pas obligatoire. Pour le moment, il n'est pas obligatoire. Mais je pense qu'il faut faire ça parce que je pense que les personnes qui sont en contact des autres, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'hôpital ou dans les personnels sanitaires qui doivent être une situation de sécurité quand ils vont. Et donc, je pense qu'il faut faire une loi pour rendre obligatoire la vaccination pour ce personnel-là. Mais pour le moment, n'est pas obligatoire. Le problème de la vaccination obligatoire du personnel de santé, c'est que s'il refuse de se faire vacciner, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous manquons de personnel. Donc, c'est difficile de lui dire de ne pas venir travailler. Et donc, il y a un vrai sujet pragmatique, même si je comprends l'idée. Je comprends, c'est vrai, parce que nous avons besoin de cette personne-là, mais
et maintenant, je ne sais pas, je sais qu'en France, il y a beaucoup il y a un grand débat sur la vaccination, oui ou non. On a compris quelques collègues qui ne vont pas faire une pression pour avoir plus de vaccins, pour l'obligatoire de vaccination, pour les certificats de vaccination. En Italie, nous avons eu vraiment très grand débat sur les vaccinations avant de le Covid-19 et je pense que le Covid-19 a été une grande, très grande bonne publicité pour convaincre les personnes à vacciner. Et maintenant, il n'est pas la discussion nationale en cet argument-là. Je comprends, c'est un sujet très, très, très complexe et très important. Encore faudrait-il qu'on explique aux gens pourquoi il faut se faire vacciner. Par exemple, tu sais, en France, il n'y a pas eu de campagne publicitaire pour convaincre les gens de se faire vacciner. Je sais qu'en Italie, il y a eu une campagne qui était pas mal faite. Hein. Je trouvais que j'ai vu le clip qui était assez génial. Mais en France, on n'a même pas fait cet effort. Peut-être probablement parce que le gouvernement, à un moment, a eu peur que les gens ne veuillent pas le vaccin et a eu peur d'être impopulaire avec cette campagne. Mais moi, je crois qu'il aurait fallu le faire. En fait, je pense qu'il faut rendre obligatoire le vaccin contre la grippe parce que c'est un vieux vaccin. Et or, aujourd'hui, dans les maisons de retraite en France, moins de 40% des infirmières et des aides-soignantes sont vaccinées de la grippe. C'est quand même incroyable, hein, parce que quand vous êtes malade de la grippe, vous pouvez le donner au vieux monsieur ou la vieille dame dont vous vous occupez. Pour le Covid, c'est un vaccin récent. Et donc, c'est peut-être plus compliqué d'imposer les choses récentes, même si je comprends tout à fait ce que dit Nicolas, et au fond, je serais d'accord avec lui. Mais je pense que la première étape, c'est de pousser les gens à se faire vacciner. Écoutez, mesdames, mes amis, ça fait maintenant 1h15 que nous travaillons. J'avais promis à Nicolas qu'il serait libre pour 8h moins le quart. Je suis vraiment, d'abord, désolé de ne pas avoir pu prendre toutes vos questions, mais il y en a vraiment beaucoup. Je vais donc les transmettre à Nicolas et qui verra s'il a la possibilité de répondre à un certain nombre. J'avais une dernière question. Où est-ce qu'on peut aller au restaurant en Italie aujourd'hui? C'est un petit peu compliqué. Pas à dîner. Pour le déjeuner, on peut aller au restaurant seulement dans les régions qui ont une classification jeune. Vous savez qu'en Italie, il y a 3 classifications dans les régions selon la situation épidémiologique. Donc, il y a la classification jaune, orange, jaune, orange et rouge. Et donc, si tu es dans une région jeune, on peut aller à déjeuner ensemble, mais pas à dîner, parce qu'à 6h, tout est fermé. Oh là là, c'est pire que nous. Enfin, c'est pas pire que nous, c'est fermé tout. Et le jaune, alors, où est-ce que je peux aller manger des spaghettis à midi? Dans quelle région en Italie? Maintenant, pas beaucoup, parce que la situation va être un petit peu plus compliquée, mais dans le sud d'Italie, tu peux trouver quelques régions qui peuvent manger un vrai, très, très bon spaghetti. Bon, dans les Pouilles, alors. Je ne sais pas qui est aujourd'hui, mais si tu veux, je te donne. Je vais vérifier. Pas en Toscane, parce qu'ils nous sont orange maintenant, donc comme l'Emilia-Romagna, comme l'Umbria. Mais je pense qu'à Rome, tu peux manger les spaghettis. Ah, ben voilà. Bon, merci infiniment, Nicolas. Merci à vous tous. Merci à vous. Excusez-moi pour mon français. Mais non, écoutez, arrête. Tu as tenu 1h15 en français, c'est absolument génial. Bruno de Soultret, que je remercie, qui est un ami, qui est conseiller municipal de la Garenne, qui parle italien et qui est le responsable du jumelage de la ville de la Garenne, était là au cas où tu aurais eu besoin, mais il a écouté et il a écouté sans intervenir. Donc, vraiment, merci infiniment, mon cher Nicolas. J'espère que bientôt, nous nous reverrons en vrai et que nous pourrons manger ce plat de spaghettis à dîner. Je vous donne, le mercredi 17 mars, nous nous reverrons sur la situation sanitaire du pays avec le professeur Éric Côme, qui est un infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le 31 mars,
Pascal Chanvert, c'est le pape des EHPAD. Il connaît très bien la question des EHPAD et il nous parlera de la dépendance, la prise en charge pendant le Covid, certes, mais surtout tirer les leçons pour après. Qu'est-ce qu'il faut améliorer sur la dépendance? Et enfin, le 15 avril, le docteur Jean-Paul Hamon, qui est un médecin généraliste installé à Clamart, en région parisienne, qui connaît parfaitement les questions de médecine libérale et qui est un grand défenseur de la médecine de ville, vous parlera de la médecine générale et comment on fait pour aujourd'hui l'améliorer. Voilà, merci infiniment mon cher Nicolas, merci à vous tous et encore une fois, eh bien, continuons à travailler, à réfléchir et c'est comme ça qu'on s'en sortira aussi. À bientôt Nicolas, à bientôt les amis. À bientôt. Arrivederci. Ciao. Ciao.